Mes chers amis, ce soir, j'ai tenu à venir partager ce moment avec vous, ici dans cette ville de Grasse que j'aime tant, d'abord pour soutenir un ami fidèle, un ami loyal, un homme de qualité et un homme qui, j'en suis convaincu, demain fera honneur et donnera dignité à chacun dans cette nouvelle deuxième circonscription des Alpes-Maritimes, mon ami Charles Philippe. Olivier à droite et au pays de Grasse, bien évidemment, tout mon soutien est rappelé. Tout ce que nous avons, on va continuer à construire, à bâtir ensemble, mon cher Jean-Pierre. Il faut dire aussi que nous nous battons ensemble pour une grande victoire dans les Alpes-Maritimes, parce que je veux que nous fassions le grand chelem dimanche soir, que nous remportions 9 circonscriptions sur 9, et bien évidemment, cette circonscription est celui qui rassemble l'enjeu le plus essentiel pour nous, et celle qui a été la plus débattue comme étant celle de tous les dangers. Et donc, je crois que toutes les forces soient mobilisées ce soir autour de Charles et autour de Daniel. Ça a un sens, un vrai sens, et ce sera sans doute de nos 9 circonscriptions la plus belle victoire que vous apporterez dimanche soir. Et enfin, vous dire tout simplement que je crois et que je suis convaincu d'une chose, c'est que nos 9 circonscriptions vainqueurs dimanche soir peuvent nous apporter une grande victoire pour la France. Je ne suis pas en campagne pour que nous ayons une opposition forte. Je ne suis pas en campagne pour que nous soyons en cohabitation, qui est un mot que je déteste, parce que cohabitation pour les Français, ça veut dire partager le pouvoir entre un président de la République, un gouvernement et une majorité. Je fais campagne dans la France entière pour aller soutenir des amis, parce que je suis convaincu que dimanche soir, nous pouvons gagner pour gouverner pendant 5 ans. Qui nous explique qu'avec un premier tour, où le Parti Socialiste est à 34% et l'UMP est à 34%, ça ferait une victoire et une majorité absolue pour les socialistes au second tour. Je ne sais pas comment ils font leur calcul, mais moi, les miens, ils ne sont pas du tout les mêmes. Il y a les commentateurs, il y a ceux qui ont la magie des sondages, des pronostics, des perspectives, tout ce qu'ils veulent, et puis il y a la réalité. Et la réalité, elle est dans la décision que prendront chaque électeur dimanche. Et les électeurs n'appartiennent à personne. Pas plus à nous d'ailleurs, je le dis avec une certaine modestie, qu'à qui que ce soit. C'est-à-dire que tous ceux qui ont fait un choix au premier tour, quel que soit leur choix, sont des hommes et des femmes qui méritent d'être respectés, d'être écoutés, d'être entendus, et je suis convaincu que pour une majorité des Français, nous sommes porteurs de valeurs, sans avoir changé, sans avoir à tendre la main à qui que ce soit, sans avoir à passer des accords, contrairement au Parti Socialiste qui tente de faire des accords avec l'extrême gauche, qui n'a pas peur de dire que Cuba n'est pas une dictature, que M. Chavez est un homme parfaitement décantable, et qu'il faut mener un certain nombre de manifestations caricaturales à l'égard d'Israël. Pardon, nous ne nous sommes pas faits de cette veine, nous nous battons sur nos valeurs, et je suis convaincu qu'il y a une majorité de Français qui ont fait d'autres choix et qui peuvent majoritairement se retrouver sur les valeurs qui sont les nôtres dimanche prochain. Alors, bien évidemment, vous parlez de Charles, vous parlez de Grasse, vous parlez des Alpes-Maritimes, en saluant tous les amis qui sont ici. Je salue Jean-Marc, je salue bien évidemment François, qui a remplacé formidablement mon ami Michel aussi, le maire de Roquefort, qui se bat depuis si longtemps, qui a exercé à l'UEFA de Jean Leonetti ce mandat de député. Et puis je veux remercier Jérôme Viau qui a porté tant d'espérance sur nous alors qu'il était déjà mon jeune délégué UMP des Alpes-Maritimes, Thierry qui m'a si formidablement accompagné dans cette politique de la ruralité du département, Roger qui m'a apporté une victoire extraordinaire dans ce canton
de Villars-sur-Glâne, déjouant ainsi tout le premier pronostic, et te dire à toi, mon cher Jean-Pierre, là où, bien évidemment, Daniel, qui a toujours porté ses couleurs du nouveau centre, avec les valeurs que nous avons en partage ici à tes côtés, malgré combien elle incarne toute la famille de la droite et du centre dans les Alpes-Maritimes, rassemblés à travers ce tandem que forme Charles Ange, qui était mon premier vice-président au Conseil général, qui est le premier vice-président d'Éric aujourd'hui, qui a été mon suppléant à l'Assemblée nationale et qui, par 3 fois, lorsque j'ai siégé au gouvernement, a été par 3 fois député, et donc de loin celui qui a le plus d'expérience pour représenter au Parlement. Et puis c'est un homme de synthèse, Charles, parce que lorsque je vous vois tous, mes amis même, qui est issu de la circonscription de Lionel Lucas, pour le Pays d'Ansois, et qui travaille à mes côtés dans la métropole de l'Île-Côte d'Azur, je salue Régis pour Revence, je salue Michel pour la Côte, je salue Jean-Michel pour Saint-Jalais, notamment, je salue un ami qui a des responsabilités importantes dans l'administration de Cahors, qui est parmi nous ce soir, et puis je veux saluer les maires de mon ancienne circonscription, il y a celle de Lionel, et à ceux qui, autour de Jean-Paul David, le maire de Guillaume, qui est bon président, votre président, des maires ruraux, et je suis un maire rural à travers les collines de Bélé et l'ensemble des maraîchers. L'association des maires ruraux, tout en étant vice-président de l'association des maires de France. Je veux saluer les maires du Science, les maires de ce canton de Guillaume, je veux saluer ceux de l'ensemble de ton canton, mon cher Thierry, là où vous êtes issu de cette circonscription qui était portée par Michel Tabarot pour cette autre partie. Et donc, effectivement, ça a intérêt, dans une circonscription qui, pour partie, était sur le Pays d'Ansois et qui l'est aujourd'hui. J'étais sur cette 5e circonscription, j'ai eu la fierté d'être le député pendant près de 24 ans jusqu'à ce jour, pour la partie que j'éteignais, l'Estéron, bien évidemment, et je salue tous les maires de l'Estéron aussi, et puis au Pays de Grasse, c'est-à-dire autant de communes rurales dont je suis encore un peu le porteur, puisque demain, si Alain Frère, qui est mon suppléant, et moi-même sommes élus dimanche soir, par la Vésubie et la Tinée, nous rejoindrons notamment par le col de Pâle, par Plan du Var et la vallée de l'Estéron, qui est le carrefour de l'ensemble de nos vallées, par le col de la Couillole, qui nous permet de passer de Roubion jusque dans le canton de Guillaume, bien évidemment. Et donc, mon cher Jean-Pierre, je veux te dire qu'au fond, ce qui se construit là ce soir, c'est ce dont nous avons toujours rêvé tous les deux, c'est cette parfaite synthèse qui nous permet de rejoindre et de lier les deux chefs-lieux du département des Alpes-Maritimes, la préfecture et la sous-préfecture de Grasse. Et un de mes plus beaux souvenirs, c'est le jour où je suis président du département des Alpes-Maritimes. J'ai sans doute été le premier et le seul dans l'histoire à déposer le matin une gerbe sur le monument aux morts de la ville de Nice, l'après-midi, une gerbe sur le monument aux morts de Grasse, considérant qu'il était temps de mettre un terme à tous ceux qui, pendant des années, avaient voulu séparer la Provence et le comté de Nice. Et cette circonscription est le lien extraordinaire qui nous permettra, en plus de créer des solidarités territoriales par le biais du Conseil général, et derrière notre ami Éric Ciotti qui m'a demandé en même temps, puisqu'il tient lui-même dans sa circonscription une réunion ce soir, un message d'amitié, et qui nous permettra d'être encore plus forts. Je veux rajouter à cela que j'ai traité de toutes mes forces, parce que j'entends ceux qui disent, oui, la vitesse des uns et des autres. Vous savez, il faut respecter l'indépendance de chacun, les choix de chacun. Pour moi, ceux qui ont la première légitimité, ce sont les maires de chacune de nos communes, de la plus petite à la plus importante. Et, madame, le maire de... C'est pareil. Je vais s'applucher pour la tête Bon, Marie-Martin, on fait des plus belles communes qui soient dans le canton que j'ai saigné. Et donc, je le dis, le respect des maires, leur choix d'organisation territoriale, c'est une chose,
et nous devons chacun les respecter. Moi, député de la 5e circonscription, j'ai vu jusqu'à 6 intercommunalités du Gard. Et j'ai toujours dit, vous organisez comme vous voulez. Le tout c'est qu'au Parlement, je ne trahisse pas. Le tout c'est qu'au Parlement, je défends les réalités de notre territoire. Et je veux la justice et l'équité pour tous. Et la première chose que j'ai faite, c'est en même temps, lorsque nous avons su au lendemain de nos élections municipales, pour justement démontrer que je continuais à m'inscrire dans le prolongement de cette unité, de cette cohésion du département des Alpes-Maritimes, montrer qu'il ne devait pas y avoir des géonies sur qui que ce soit. Et donc j'ai dit à Jean-Pierre un an plus tard, c'est à toi, à grâce, de conduire la liste des sénatoriales. Je veux que le premier sénateur des Alpes-Maritimes tête de liste, il soit pas à l'est du département, il soit ici, à Grasse. Et vous dire ce soir qu'après m'être battu pour que vous ayez le sénateur que vous n'aviez pas depuis je ne sais combien de générations ici à Grasse, que je viens ce soir en même temps pour vous dire que je souhaite bien évidemment de toutes mes forces, et j'appelle bien évidemment que toutes les voix qui se porteront sur Grasse Sud, sur Michel Tabarot, puissent se faire, et que vous puissiez revendiquer dimanche soir d'avoir un sénateur et d'avoir deux députés qui vous défendent au Parlement entre Michel Tabarot et Charles Anginesi, c'est vous dire ce que je veux que Grasse et l'ensemble de ce pays qui va partir de Grasse pour faire le lien de l'autre côté du fleuve Var soit en force pour que nous puissions défendre l'ensemble de l'unité territoriale du département des Alpes-Maritimes. C'est ce message aussi que je veux faire passer et sur nos solidarités territoriales et sur la reconnaissance du pays de Grasse. Nous nous sommes tant battus ensemble. Lorsque j'étais ministre de l'Industrie, Charange me représentait siéger au Parlement. Lorsque j'étais ministre de l'Aménagement du territoire aussi, et Jean-Pierre était auprès de moi tellement battu pour ce pôle de compétitivité ici, à Rome, saveur et parfum, à Grasse. Vous savez combien il était menacé, j'avais réussi à le faire la vérité lorsque j'étais ministre de l'Aménagement du territoire, et puis il se trouve que le comité de pilotage expert considérait qu'il avait un peu perdu de l'élan qui devait être le sien, n'avait pas déposé suffisamment de projets d'innovation, de recherche et de développement devant le Fonds unique de financement interministériel, et je me suis retrouvé quelques années plus tard en situation de ministre de l'Industrie, devant faire mes propositions au comité interministériel aménagement du territoire, pour savoir quels étaient les pôles de compétitivité qu'on dégageait, et ceux qu'on gardait, et ceux qu'on faisait rentrer à la place de ceux qu'on dégageait. Eh bien, Jean-Pierre s'était battu de toutes les forces, s'était battu avec tous les industriels de Grasse pour me renforcer le dossier que je t'avais demandé de renforcer. J'ai demandé, tant à Charles qui siégeait à l'Assemblée nationale pour me représenter, autant que Jean-Pierre a pu le faire en coordination au Sénat pour défendre ma position, et que je puisse la faire avaliser par le comité interministériel d'aménagement du territoire. Et si aujourd'hui, Grasse peut revendiquer encore d'avoir un des 72 pôles de compétitivité de France, c'est parce que Charles Anginesi, député des Alpes-Maritimes, en soutien à Jean-Pierre Leleu et au ministre de l'Industrie que j'étais, se sont déjà battus au Parlement ensemble pour vous soutenir et pour faire en sorte que Grasse ait la fierté de pouvoir revendiquer d'avoir encore un des 72 pôles de compétitivité de France. Tous les industriels du pays de Grasse, ça représente des centaines et des centaines de salariés pour ce pays de Grasse. Des centaines et des centaines de salariés qui sont dans la recherche, dans l'innovation, dans le développement, dans la production, dans l'exploitation, et qui nous rapportent donc des parts de produits intérieurs bruts par habitant ici sur ce territoire. Pardon, mais c'est pas Charles Anginesi qui se présente pour la première fois devant vous en vous disant soutenez-moi que je vous ai appelé. C'est Charles Anginesi qui, déjà député des Alpes-Maritimes, s'est battu de toutes ses forces pour Grasse et vient devant vous avec un vrai exemple parce qu'il s'est battu pour le pays de Grasse, là où d'autres n'ont aucune revendication à vendre sur le passé qui est le leur dans cette compétition à l'élection législative, et tout ça légitime en grande partie en tout cas que chacun sur ce territoire lui apporte toute sa reconnaissance. Je veux dire
aussi. Et alors, la voix d'un député qui connaisse les dossiers, qui soit entendu, qui est à la fois des collègues dans le groupe où il siégera, mais en même temps, déjà tous dans toutes les grandes administrations, parce que ça compte aussi en termes d'influence, pour pouvoir défendre les dossiers qui sont les vôtres. Et bien, Charles revêt aujourd'hui toute cette dimension. Voilà pourquoi, moi, de toutes mes forces, je voulais ce soir soutenir bien évidemment Charles. Vous dire en même temps, sur l'ensemble des dossiers qui sont les vôtres, que bien évidemment on s'est battu ensemble pour qu'il y ait 2 commissariats de police, alors que c'est le rôle de l'État, qui soit construit par le Conseil général des Alpes-Maritimes. Charles, j'étais mon premier vice-président. Par contre, avec Jérôme et les autres conseillers généraux qui m'ont accompagné, on a fait le choix, à l'égalité, de financer un grand commissariat de police nationale, ici et à Nice. À l'égalité, l'égalité pour tous, la justice, l'équité, c'est si fondamental. Le centre de secours du service départemental d'incendie et de secours que j'ai eu le bonheur d'inaugurer ici, pareil, c'est un combat que nous avons mené ensemble. Je veux dire, être aujourd'hui le premier vice-président du Conseil général, qui avec Jérôme, qui avec les conseillers généraux de Grasse, avec chacune et chacun d'entre vous, avec Daniel, vont accompagner Jean-Pierre dans sa politique, vont vous accompagner sur votre territoire, vont témoigner de la solidarité. Personne ne va pouvoir aller dans chaque commune, leur dire ne vous inquiétez pas sur vos réseaux routiers, sur vos réseaux d'assainissement, sur vos équipements publics, sur vos équipements sportifs, sur vos équipements culturels. Quel est votre candidat qui est en liste dans ce deuxième tour, qui peut aujourd'hui apporter la solidarité de tout le poids de la grande collectivité départementale? Si c'était son premier vice-président, il y a un peu de pragmatisme à avoir dans cette période de crise mondiale, européenne, nationale, économique, financière, des matières premières, de l'euro, de ce fait que les choses demain seront peut-être encore plus compliquées, surtout avec la politique que nous propose de conduire M. Hollande, qu'elles ne le sont aujourd'hui. Et dans les moments difficiles, se dire qu'on a le numéro 2 du Conseil général, qui est notre député, qui reste aux côtés des maires, qui se bat, là pour ce territoire, qui va continuer à fonder les dossiers et avec mon soutien à chacun, aux côtés du sénateur maire de Grasse, avec l'ensemble de tous les autres maires, de tous les autres conseillers généraux, c'est une garantie pour l'avenir. Dans ces périodes de crise, on ne sait pas de quoi sera-t-il l'avenir. Dites-moi, le gouvernement qui est en face, qu'est-ce qu'il peut vous proposer, qu'est-ce qu'il peut vous promettre, surtout quand il est élu d'une commune qui n'est pas de la circonscription, et que le seul combat qui l'intéresse, c'est de mener un combat intégriste à partir de ses idées, avec ses alliés du Front de Gauche, avec ses alliés du Parti Socialiste, et toutes les belles promesses qu'ils sont en train de faire, et qui vont être rejetées par l'ensemble de nos partenaires européens, et qui, si elles étaient mises en œuvre, nous conduiraient tout droit à la situation de l'Espagne, de la Grèce, et qui menace aujourd'hui, depuis près de 48 heures maintenant, l'Italie toute proche. C'était à 350 km de nous à la frontière espagnole que s'est tombée la semaine dernière la faillite de la première banque espagnole, et toutes les conséquences des Espagnols qui, frappant à la porte de leur banque, ne peuvent plus retirer leur épargne. Et de l'autre côté, malheureusement, à 50 ou 60 km d'ici, nous voyons la situation qui, heure après heure, se dégrade en Italie, avec un climat en France qui est de plus en plus inquiétant. Je voudrais dire que M. Hollande nous a promis beaucoup de changements. Bon, je ne sais pas ce que c'est le changement qu'a promis M. Hollande. Est-ce que c'est d'aller en train à Bruxelles? Est-ce que c'est d'aller en voiture à Tulle à 180 km/h? Est-ce que c'est d'être un président normal, avec une famille normale? Bon, je ne sais pas. Mais la réalité, c'est que j'ai vu un président de la République qui a fait le tour des Champs-Élysées, qui est allé voir Mme Merkel, qui est allé voir M. Roy en Espagne, qui est allé voir les autres. À chaque fois, il s'est tapé sur l'épaule, donc il s'est bien gentil. Et ta croissance par le déficit et par la consommation, c'est pas notre modèle. Alors, ce monsieur qui a roulé ses petits muscles pendant toute une campagne électorale pour nous expliquer qu'il allait renverser la table une fois élu et qui remettrait des accords à 25, on n'a aucun des 25 qui pour l'instant ne veulent le suivre et qui de toute façon ne le suivront pas, parce que la croissance ne peut se faire que par la compétitivité, parce que la croissance ne peut se faire que par la baisse du coût du travail,
Parce que la croissance ne peut se faire que sur le modèle que nous proposons, à savoir lutter contre les dumpings sociaux et environnementaux, à savoir lutter contre les productions à bas coût qui, par des importations, qui captent la production industrielle en Europe et plus particulièrement en France, poussent un certain nombre de délocalisations et qui nous promet aujourd'hui de régler un certain nombre de problèmes qu'il ne pourra régler que par l'augmentation de la fiscalité sur les ménages et sur les entreprises d'un côté, ou que par le creusement du déficit de l'autre. Il faut que chacun soit conscient de ce qui va se passer à partir de dimanche prochain si une majorité socialiste est élue dans notre pays. Oui, j'aurais raison, Jean-Pierre, de rappeler il y a quelques instants de cela que, bien évidemment, la Cour des comptes a rendu son verdict. Ce que M. Didier Migaud, un monsieur très bien, député socialiste, quand j'y pense qu'on a fait l'anti-sarkozisme primaire pendant 5 ans, et que, en quelques semaines, on décapite la tête du préfet de police de Paris, du directeur des renseignements, du directeur général de la police nationale, et vous allez voir les charrettes qui vont suivre les unes derrière les autres. Là où, d'un autre côté, nous avons toujours fait preuve d'un certain sens de l'équilibre, de l'équité. Je connais bien Didier Migaud, qui est un homme parfaitement équitable. D'ailleurs, avait lui conduit une commission d'enquête en 92 au Parlement sur l'implantation de la mafia en France, et nous avons appris à nous connaître, et c'est un homme de grande qualité, qui chaque année, à la même époque, rend le rapport sur la situation des comptes de l'État pour l'année précédente au président de la République, et qui, à 8 jours, a rendu l'état des comptes de la nation 2011 au nouveau président de la République. Son ami, M. Hollande, depuis toujours, son ami. Et il lui dit, quoi, on ce rapport de 300 pages. Et lui dit, de 2011, bon exercice des comptes de l'État. 4 des 5,7% maximum des déficits à ne pas dépasser qui a été tenu, et mieux que tenu, puisque nous sommes même en dessous, à 5,4%. Et en conclusion, au bout de 300 pages, il dit, il ne faut surtout pas changer de cap. Il est important de continuer à s'engager vers la baisse des déficits et à garder cet objectif. Et je ne peux que recommander au gouvernement et au président de rester sur cette trajectoire. C'est-à-dire que dans ce rapport de la Cour des comptes, c'est le mot trajectoire qui est le dernier mot final de la dernière page avant la signature du président de la Cour des comptes, M. Didier Migaud. M. Didier Migaud, président socialiste de la Cour des comptes, dit au président de la République socialiste, donnez-vous, suivez la trajectoire. L'OCDE, qui vous dit objectif de croissance 1,7. Je salue l'arrivée de Michel. L'OCDE avait dit jusqu'au 6 mai, sur la base du projet de finances qui a été voté par le Parlement sous la présidence de Nicolas Sarkozy, 1,7% d'objectif de croissance. Avec l'arrivée de M. Hollande, révision de l'OCDE avec une baisse de l'évaluation de la croissance à 0,9%. Quand on sait que 0,1% de croissance, c'est un coût de 1 milliard d'euros pour l'État, on voit déjà dans quelle direction nous sommes en train de nous engager. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où les partenaires européens refusent l'accord que demande M. Hollande, à partir du moment où M. Hollande refuse la règle d'or qui a été acceptée par tous les partis socialistes en Europe et par tous les gouvernements en Europe, y compris ceux qui ont décidé d'en passer par le vote du peuple, puisque même l'Irlande, qui a souhaité ne pas décider par le biais du gouvernement ou par le biais du Parlement, s'est adressé au peuple, l'Irlande en crise, l'Irlande en difficulté, le peuple a dit, oui, on vote pour la règle d'or, pour le retour à l'équilibre budgétaire. C'est la réalité. Le seul pays en Europe qui le refuse, alors que nous sommes sur le fil de rapport et qu'on peut basculer du jour au lendemain du bon ou du mauvais côté, ce sont les socialistes
Français. Eh bien, simple. Aujourd'hui, ça sera 53 milliards et demi d'euros de prélèvements obligatoires de plus, ou ce sera de nouveau l'envolée vers les déficits. C'est une l'un pour tenir les promesses. Maintenant, M. Hollande a le choix de tenir aucun de ses engagements. Effectivement, si M. Hollande renonce aux 65 000 emplois à l'éducation nationale, si M. Hollande renonce au FMIC à 1700 €, si M. Hollande renonce à l'allocation de rentrée scolaire qui peut augmenter dans des proportions folles, si M. Hollande renonce, après en avoir décidé de revenir sur notre réforme, sur les retraites qui vont coûter 12 milliards d'euros de plus pour l'État, M. Hollande peut du jour au lendemain se dire bon, j'amène vraiment mon pays dans le mur, donc je recule, et puis on arrête tout là. Ça veut dire qu'il aurait été élu le 6 mai, avec à peine 1 million de voix de plus que Nicolas Sarkozy, en ne respectant aucun de ses engagements. Je ne sais pas le sentiment que ressentiront la plupart de ses électeurs. Ça, c'est possible. Mais s'il veut tenir ses engagements, il n'y a pas d'autre choix possible. Et nous savons que de toute façon, le levier de la fiscalité, de la braquage fiscal, il va l'utiliser. Il a annoncé un certain nombre de choses. Ce soir, vous êtes là pour nous soutenir, vous êtes là pour être des challenges, bien évidemment. Mais il reste 3 jours. Portez quelques messages simples, faciles, sur la fiscalité, par exemple. Ça a été annoncé très clair. Au mois de juillet, projet de loi de finances rectificative. Je crois que la plus belle réforme que nous ayons faite en matière de justice sociale, Michel, depuis 2007, c'était juillet 2007, Jean-Pierre et Michel, lorsque nous avons décidé l'exonération des droits de succession pour 80% des familles dans notre pays, qui n'étaient pas les plus nantis, loin de partout. Et nous avons du foncier bâti ou du foncier non bâti, qu'on arrive vite à un niveau où même avec un revenu extrêmement modeste, on ne peut même pas faire face aux droits de succession. C'était une mesure de justice sociale incontestable. M. Hollande a dit dites-le partout parce que c'est ça qui compte. Demain au bistrot, en famille, dans l'entreprise, partout. Attendez, vous savez qu'au mois de juillet, les droits de succession, on revient à la case départ et c'est fini. On va payer les droits de succession, mais on ont oublié, ça fait 20 ans, on croit que ça va plus jamais revenir. Ça revient au mois de juillet. Les donations de parents à enfants que nous avons autorisées de manière défiscalisée jusqu'à 157 000 €, une fois tous les 5 ans. Au mois de juillet, c'est fini. On ne donnera plus 157 000 € de parents à enfants défiscalisés à partir du mois de juillet. Les heures supplémentaires défiscalisées tant pour l'entreprise que pour le salarié, qui ont permis à 9,5 millions de salariés parmi les plus modestes d'améliorer leur pouvoir d'achat. C'est fini à partir du mois de juillet prochain. Ne citez que ces 3 exemples, ça suffit. Et je vais vous dire, d'expliquer simplement que M. Astieri, il a décidé d'aller soutenir cette politique-là à l'égard, la plupart du temps, de familles souvent modestes, qui peut-être pour un bon nombre d'entre elles ont voté pour lui au premier tour, parce que quand on s'adresse à tous les électeurs, je m'adresse aussi aux électeurs de M. Astieri du premier tour, en leur disant vous êtes peut-être pas voulu. Donc, on va vous apporter quelques messages qui peuvent vous faire réfléchir entre le vote que vous avez porté au premier tour et celui que vous pouvez porter au deuxième tour. Et vous prie de croire qu'il y a sans doute un grand nombre d'électeurs qui ont eu le vote d'envoi jusqu'en bas et qui ont voté pour le chef au premier tour et qui, avec ces quelques exemples, ne peuvent pas répondre voter pour Charan-Ginési au second tour et faire baisser ainsi le score de M. Astieri. On est convaincu de la victoire de Charan, on est convaincu qu'il y a une majorité d'électeurs qui ont fait d'autres choix que nous entendons, que nous respectons et qui se retrouvent sur nos valeurs pour battre le Parti socialiste. Mais je suis convaincu qu'en ayant une bonne pédagogie, on peut aussi dire à un certain nombre d'électeurs qui ont fait le choix de la candidature de M. Astieri, au deuxième tour, si vous êtes trompé au premier, ne vous trompez pas, parce que sans ça, voilà les conséquences que ça aura. En matière de sécurité, un petit mot, enfin, non, là, je crois que ils ont imaginé des trucs que j'avais jamais pensé. Pourtant, j'ai beaucoup réfléchi sur ce sujet. Et je croyais que ce soit possible. Je ne croyais pas. Je ne croyais pas qu'on en arrive à un tel désamour à l'égard des policiers et des gendarmes. Qu'un ministre de l'Intérieur dise aux gendarmes officiers, je vous aime pas. Moi, j'aime bien les gendarmes, j'aime pas les policiers et les gendarmes.
Donc 20 ans parce que je me méfie beaucoup de vous qui êtes placé sous mon autorité, avant de demander son identité à qui que ce soit, surtout vous allez donner la réponse. C'est un truc que je pensais pas possible dans mon pays. Et pourtant, ils vont réussir à imaginer. C'est-à-dire que désormais, quand vous voulez contrôler l'identité de quelqu'un, moi ça ne me dérange pas qu'on me demande la carte d'identité, ça me rassure. Parce que je me dis qu'au moins, la police fait son boulot. Et maintenant, d'abord, vous donnez votre identité. Voilà, je suis le gendarme un tel, le brigadier un tel. Vous donnez un récépissé pour en attester que vous êtes bien policier gendarme et que vous avez bien une identité. Et après, vous avez le droit de demander l'identité. Et en plus, c'est très utile à la personne qui aura votre récépissé, parce qu'il est prévu qu'on ne peut pas leur demander une deuxième fois dans la journée. Ça veut dire que si vous réveillez le matin avec l'intention de voler une bagnole, vous faites semblant de le réveiller le matin pour rencontrer l'identité, vous prenez la récépissé et vous volez la Monsieur Astieri, monsieur Manuel Valls, sur Conseil, nous on n'avait pas réussi à faire preuve d'autant d'imagination avant. Alors c'est pas pour faire le chapitre sur le fait qu'au mois de juillet, dans ce combat si difficile que nous avons mené pour gagner des batailles, sans avoir gagné complètement la guerre, nous avons fait tomber un certain nombre de réseaux. On a mis en place des peines planchées contre les multirécidivistes, la loi contre les bandes organisées, la majorité pénale à 16 ans pour ceux qui encourent des peines qui vont de 3 ans à 10 ans de prison. Par contre, quand vous encourez une peine qui va de 3 ans à 10 ans, vous n'avez pas volé une orange sur le marché. Vous avez peut-être un peu de maturité pour commettre un délit qui va jusqu'à ce niveau-là. Et bien, au mois de juillet, Mme Taubira a dit, tout ça, c'est fini. Et donc là aussi, je pense à mes policiers et mes gendarmes, à nos policiers nationaux, dont certains ont même l'idée de les désarmer, là où nous sommes, pour les maires des grandes villes qui sont ici, avec les polices municipales, armées qui travaillent 24 heures sur 24, et qui représentent à peu près, en matière de force de sécurité intérieure, 20% des effectifs, et surtout 20% des flagrants délits, parce que comme un policier municipal ne peut pas appeler quelqu'un que pour la pandémie, nous, les flagrants délits que nous faisons avec nos policiers municipaux, c'est 100%. Puisqu'à chaque fois, il faut que ce soit un délit élucidé. Eh bien, quand on sait que tout ça va être remis en cause, ça veut dire que la délinquance va recommencer à exploser comme du temps de la laïcité de M. Jospin. Donc ce sont des sujets qui méritent que nous menions le combat de toutes nos forces pour bloquer ce système. Enfin, je terminerai sur un sujet qui est cher à mon cœur, qui touche et aux autres, qui touche à l'identité nationale, qui touche à ce que nous avons de plus profond, la cohésion et l'unité de notre pays. Quand je vois ces images du 6 mai au soir sur la place de la Bastille, pardon, et j'en garde un cauchemar épouvantable au fond de moi-même. J'ai imaginé que ça coûtait 20 secondes à M. Hollande, 20 secondes pour fêter la victoire d'un président de la République élu, la victoire de la France, de dire merci pour votre soutien. Je vous demande une chose, c'est la victoire de la France que nous célébrons ce soir, celle que nous avons voulu ensemble pour ranger ce drapeau. Je vous demande de ranger ces drapeaux, parce que c'est pas le symbole de la victoire d'un nouveau président de la République. 20 secondes dans un discours de 3 quarts d'heure, ça ne coûtait rien. Il n'a pas eu cette dignité. Et derrière, je vois bien toutes les aventures communautaristes que l'on souhaite dessiner pour monter les Français les uns contre les autres, pour mettre en péril les valeurs mêmes de la République. Dans une concert, moi j'y suis allé à fond, hein, je ne supportais plus de voir de quelle manière le chahut, le tintamarre, les insultes, la bousculade de mes huissiers, de mes policiers municipaux, les vendredis ou les samedis quand on célèbre moi-même mes adjoints des mariages dans la cour de la mairie, il y a un moment où j'ai dit maintenant ça suffit, charte des mariages, charte des futurs époux, arrêtez municipal, le premier qui déboule dans la rue de l'Hôtel de Ville ou dans la rue Saint-François-de-Paul en faisant de l'agitation, du bruit, en abandonnant les bagnoles, en créant les bouchons et en agitant les drapeaux étrangers, eh bien, mon officier d'état civil, de l'instruction, on annule le mariage et je ne céderai en rien.
vote aux étrangers. Pour nous, le droit de vote est indissociable de la nationalité et de la citoyenneté. Vous représentez une circonscription depuis Grasse jusque dans cette vallée du Var, en passant par ce merveilleux pays à la frontière des Alpes-de-Haute-Provence, qui incarne toutes les valeurs des territoires de France. Vous êtes une clé de ce comté et de cette Provence que nous aimons tant et qui a tant joué dans l'histoire de France telle que nous l'avons construite, de toute la grande histoire de France. Moi, je pense à tous ces monuments morts sur la place de chacun de nos villages, qui pour beaucoup portent les noms de vos grands-oncles, de vos arrière-grands-oncles ou de vos arrière-grands-pères. Je pense à 1915, à 1916, à 1917, lorsqu'ils ont été appelés sur la place de leur village pour aller verser leur sang dans les tranchées de Verdun et ne plus jamais revenir à Grasse ou dans chacun de leurs villages. Et je me dis, au fond, quand ils sont partis avec passion et enthousiasme pour défendre les idées d'un pays dans lequel ils croyaient, de cette grande et belle histoire de France, est-ce que, si on leur avait dit, ah mais tu sais, dans 100 ans, il y aura un président de la République dans ce pays, il y aura un gouvernement qui décidera de donner le droit de vote aux étrangers, je ne suis pas convaincu qu'ils seraient partis verser leur sang dans les tranchées de Verdun dans les mêmes conditions. Le combat de tous les instants. Dans chaque circonscription des Alpes-Maritimes, nous devons nous montrer dignes de ce souvenir. Je suis venu avec mon ami Alain Frère ce soir, qui remplace Charles-Ange à mes côtés. Charles-Ange qui a mené ce combat extraordinaire pendant des années dans une partie de cette circonscription qui vous a défendu, comme je l'ai dit, avec Jean-Pierre au Sénat. Avec Michel, vous avez dimanche soir, vous vous rendez compte ici, un sénateur, 2 députés pour ce pays de Grasse, et en plus on va continuer à bosser ensemble, comme on a jamais bossé ensemble. Renforcer notre solidarité territoriale comme on ne les a jamais renforcées. Défendre la compétitivité et l'emploi dans nos entreprises. Défendre le fabriqué en France et la production qui sont ce qu'il y a de plus noble et de plus beau. Et donc oui, c'est pour toute cette histoire de France aussi que vous voulez défendre, qu'ici et dans cette circonscription et cette deuxième circonscription des Alpes-Maritimes, et vous vous battez, et vous mobilisez. Vous êtes les ambassadeurs de Charles-Ange et de Daniel pour porter leur message, pour porter notre message à tous, pour que vous portiez ce message de cette histoire que nous avons l'héritage, parce que nous sommes des héritiers de Jeanne d'Arc, parce que nous sommes des héritiers de Saint-Louis, parce que nous sommes des héritiers des rois, parce que nous sommes des héritiers de Colbert et des manufactures, parce que nous sommes des héritiers de Napoléon III qui a fait de la France la première puissance industrielle au monde et qui nous a apporté en 1860 ici le chemin de fer pour traverser le Var, parce que nous sommes des héritiers de De Gaulle et de Pompidou qui nous ont apporté notre indépendance énergétique, notre politique ferroviaire à grande vitesse, notre politique spatiale, notre politique aéronautique, qui nous permet au terme de 5 ans de présidence de Nicolas Sarkozy de revendiquer que grâce aux politiques que nous avons conduites, nous restons la 5e puissance au monde en ayant garanti la protection de chacun de nos concitoyens. Vous porterez cette grande histoire de France qui nous permet de dire aussi que nous n'avons pas à faire œuvre de devoir de repentance en quoi que ce soit, que nous sommes fiers aussi de tout ce que nous avons construit de l'autre côté de la Méditerranée, avec nos frères rapatriés, avec nos frères harkis. Nous avons construit des écoles, des collèges, des lycées, des avenues, des boulevards, une architecture haussmannienne. C'est toute cette histoire que nous n'avons pas honte de revendiquer, l'œuvre des socialistes. Ici dans ce haut de gras et en dessous avec Michel Tarot, bien évidemment, vous serez au rendez-vous dimanche pour que nous puissions ensemble revendiquer que dans les Alpes-Maritimes, c'est national, c'est le grand chef pour une grande et belle victoire des Alpes-Maritimes et de la France avec Jean-Marc.